Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Les élections législatives auront bel et bien lieu le 5 juin 2025, en même temps que celle des conseillers communaux. Rendez-vous donné par le président de la CENI ce mardi, au moment où le dépôt des candidatures est fixé du 9 au 23 décembre 2024. Certains responsables des partis politiques estiment que ce délai pourrait les empêcher plutôt de continuer à faire leur campagne. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et le Burundi est le dernier pays sur 20 pays africains où la faim sévit, selon le rapport de l'ONG Global Hunger Index 2024. Selon ce rapport, le changement climatique est l'un des facteurs qui occasionnent cette situation. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les élections législatives auront lieu le 5 juin 2025, en même temps que celles des conseillers communaux, et tandis que les élections sénatoriales se tiendront le 23 juillet 2025, celles des chefs des collines et des responsables des quartiers se dérouleront le 25 août. Cette annonce a été faite par la Commission électorale nationale indépendante qui a publié ce calendrier ce mardi. Le président de la CENI, Prosper Naogwamie, invite les personnes en âge de voter à se faire inscrire entre le 22 et le 31 octobre 2024. Et la période de dépôt de vérification des candidatures, y compris les dossiers des associations de l'ethnie Touareg à la Commission électorale nationale indépendante pour les élections des députés et des conseillers communaux, est fixée du 9 décembre 2024 jusqu'au 23 décembre 2024. Certains responsables des partis politiques estiment que ce délai pourra les empêcher plutôt de continuer leur campagne, d'autant plus que les élections sont prévues pour le 5 juin 2025. Un reportage de Lydie Gehimbari. C'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est le président du parti APDR qui exprime ses préoccupations concernant le calendrier électoral de 2025 qui prévoit que les élections législatives auront lieu le 5 juin 2025, mais que les dossiers de candidats au poste de député et aux conseillers communaux doivent être déposés au mois de décembre 2024. Selon Gabriel Banzawitonde, cela donne l'impression que les élections sont déjà terminées. Une inquiétude soulevée également par Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Selon lui, ce calendrier posera de sérieux problèmes car les têtes de son parti ne l'empêchent pas qu'un membre puisse figurer sur la liste des candidats 2 ou 3 mois avant les élections. Sur ces préoccupations, Prosper Naogwamie, président de la Commission nationale indépendante, indique que la période de dépôt des dossiers en décembre, alors que les élections législatives et les conseillers communaux auront lieu en juin. Cela vise à vérifier si les candidats remplissent les critères requis. Les responsables des partis politiques ont également soulevé des inquiétudes concernant le processus de recrutement des agents qui vont faire l'enrôlement des électeurs. Pour Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, il y a des lacunes dans ce processus. Poursuivons ce journal par la page Société. Le Burundi est le dernier pays sur 20 pays africains où la faim sévit, selon le rapport de l'ONG Global Hunger Index de 2024. Ce rapport de 2024 stipule que les
conflits armés dans différents pays du monde ainsi que le changement climatique sont les principaux défis qui ont frappé le plus durement certains pays et ses populations, y compris le Burundi, poursuit cette ONG. Le point avec Évariste Dikobanya. Les résultats de Global Hunger Index 2024 reflètent une série de défis successifs et superposés qui ont frappé le plus durement les pays et les populations les plus pauvres du monde, amplifiant les inégalités structurelles. Ces défis comprennent les conflits armés à grande échelle, les impacts de plus en plus graves du changement climatique, les prix alimentaires intérieurs élevés, les perturbations des marchés, le fardeau élevé de dettes parmi les pays à revenus faibles et intermédiaires, les inégalités de revenus et le ralentissement économique. Les conflits ont fait planer le spectre de la famine. Les guerres à Gaza et au Soudan ont conduit à des crises alimentaires exceptionnelles. Les conflits et les troubles élevés génèrent également des crises alimentaires ailleurs, notamment en République démocratique du Congo, à Haïti, au Mali et en Syrie. Le droit à l'alimentation est largement sous-réalisé et non appliqué, malgré l'insistance répétée de la communauté internationale sur l'importance du droit à une alimentation adéquate. Il subsiste une disparité troublante entre des normes établies et la réalité selon laquelle, dans de nombreuses régions du monde, le droit à l'alimentation est ouvertement bafoué. 6 pays ont des niveaux de faim considérés comme alarmants, indiquant une misère humaine, une sous-alimentation et une malnutrition généralisée. La Somalie, le Yémen, le Tchad et le Madagascar sont les pays avec le score de cette ONG les plus élevés. Le Burundi et le Soudan du Sud sont également provisoirement désignés comme pays alarmants. Cette ONG indique qu'au Burundi, la plupart de la population est sous-alimentée. 55,9% sont des enfants de moins de 5 ans souffrant d'un retard de croissance. 6% des enfants de moins de 5 ans sont amaigris et 5% des enfants meurent de faim. Les journalistes devraient avoir du temps suffisant pour poser toutes les questions d'intérêt public lors des émissions publiques. Ces demandes et des journalistes seniors se référant sur le fait que ceux qui ont posé des questions n'ont pas eu l'opportunité de relancer afin de déclarer à l'opinion nationale. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro trouvent qu'il devrait y avoir 2 occasions, à savoir une occasion accordée aux journalistes et une autre accordée à la population afin que ces derniers puissent poser des questions autant de fois qu'ils le veulent. Suivez-les. Je salue cette existence. Il faut qu'il y ait toujours un dialogue entre les gouvernés et les gouvernants. Et ça, c'est via les médias, par médias interposés. Et dans notre métier, c'est primordial. On nous dit qu'on n'est pas là pour poser des questions ou bien pour poser des questions pièges ou ça comme la plupart des gens le croient. Non, si on pose des questions, c'est pour exiger des réponses. Un journaliste est là pour exiger des réponses. Notre rôle alors est de poser toutes ces questions d'une manière efficiente, d'une manière efficace, pour qu'on ait des réponses. Alors, est-ce que je suis satisfait des réponses qui sont données? Ça peut être personnel, mais quelquefois, il y a des questions, on sent on dirait que ce n'est pas bien préparé. La question était directe, la question était pertinente. On sent que la réponse n'est pas tout à fait celle qu'on attendait. Alors, il y a, dans ce cas, ce qu'on appelle les questions de relance. Est-ce qu'il y a des questions de relance? Parce que dans la plupart de ces émissions publiques, les questions sont préparées la veille. Et j'ai compris que finalement, ces questions sont données à qui de droit. Donc, les différents porte-parole qui se préparent les réponses. Alors, quand arrive à poser cette question, quand vous sentez que la réponse ne vous satisfait pas, donc il faut une question de relance. Il faut que les journalistes, quand ils sont en train de poser leurs questions, c'est une question par personne. J'ai rarement vu quelqu'un retourner, essayer de faire une deuxième question. On dirait que c'est... Non. Il faut donner la chance peut-être aux modérateurs qui sont là devant pour essayer de poser ces questions de précision, ces questions de relance, pour avoir plus d'éclaircissement, pour avoir
plus de lumière sur telle question. Et ça, quelquefois, ça manque. Il arrive des fois où ces modérateurs, parce que talonnés peut-être par le temps, parce qu'il faut réserver le temps aussi pour la population, les citoyens, à poser leurs questions. Des questions, souvent, c'est perso, c'est personnel. Ce n'est pas d'intérêt public comme les questions des journalistes. Et là, ça pose question. Donc, je me dis qu'il faut donner du temps, peut-être, aux journalistes de poser toutes ces questions. On ne pourrait ne pas dire que c'est louable du fait que les mandataires s'expriment, échangent avec la population sur des questions clés sur lesquelles ils essaient d'apporter des réponses, quoique certaines ne peuvent pas satisfaire tout le monde, mais quand même, on a des réponses à différentes questions qui sont posées. Ça, c'est un travail qu'on peut saluer du côté de la communication, mais qui ne relève pas du journalisme, parce que les autorités qui ont initié de telles rencontres, de telles émissions publiques, ont fait un effort de plus dans leur travail de communication, ce qui est louable. Mais ce qui est très important du côté du journaliste, c'est de voir dans quelle mesure de telles émissions qui sont organisées contribuent à l'accès à des informations qui sont fiables, des informations qui font avancer la société. Tout d'abord, je pourrais vous dire que l'organisation en soi, c'est une bonne chose, parce que les autorités doivent rendre compte aux populations de la façon dont le pays est géré. Mais il y a dans l'organisation des choses à corriger. C'est notamment quand on mélange les journalistes et les populations, là, le rendement risque d'être un peu faible. Pourquoi? Parce que les journalistes savent ce qu'ils cherchent et les populations, apparemment, ne savent pas très bien ce qu'ils doivent poser comme question. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est d'un homme qui a demandé à ce que sa femme soit évacuée. En soi, on a pris ça comme une blague. Mais si la question était posée, par exemple, à un membre du gouvernement et qu'il lui chercherait un psychologue, on sentirait qu'il y a un problème de société qui est fondamental. Mais comme ce n'était pas l'occasion, les journalistes ont rigolé. En d'autres termes, il ne faudrait pas qu'on mélange les journalistes et la population parce que ça risque d'être comme un mélange de chou et de chèvre. Bon, deuxième chose, quand vous regardez de près ce qui se passe, il y a des reportages des journalistes qui se font au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des reportages qui se font au niveau du Sénat, il y a des reportages qui se font même auprès du chef de l'État. Alors, dans la hiérarchie des institutions, on ne voit pas exactement le côté gouvernemental. Le gouvernement est presque absent, il est représenté par des porte-paroles. Ce n'est pas bon, pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui est l'exécutif, c'est le gouvernement qui prend des décisions, c'est le gouvernement qui sait pourquoi on prend ces décisions et on laisse cela. Donc, ça devrait être le gouvernement qui devrait se présenter en lieu et place des porte-paroles. Parce que les porte-paroles, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de réponse aux questions des journalistes. Ce sont plutôt les membres du gouvernement qui devraient se présenter et répondre aux questions. Page santé pour clôturer ce journal. Certains adolescents de la capitale de Bujumbura témoignent qu'ils font face à beaucoup d'informations à propos de la santé sexuelle et reproductive, que ce soit de la part de leurs amis ou des réseaux sociaux, et que cela les déroute. Ils saluent cependant le travail fait par leurs parents pour leur apporter des éclaircissements au moment où le ministère de l'Éducation révèle plus de 1000 cas de grossesse enregistrés en milieu scolaire pendant l'année de 2021 à 2022. Le psychologue Alexis Deidiguié appelle les parents à mettre en avant le dialogue avec leurs adolescents pour éviter des comportements à risque. Le point avec Oreb Ingabire. Muri bimwe hari ibyo twiga, hari ibyo abavyeyi batubwira, hariho n'ibyo tubona muri societe. Iyo turi kumwe n'abagenzi bacu turabiyaga mugabo ntidushaka kuronka umuco ukwiriye kubera ko hariho nk'ivyo tatuzi. Ces personnes sont parmi les adolescents de la capitale de Bujumbura qui indiquent que ces derniers temps, ils font face à beaucoup d'informations à propos de la santé sexuelle et reproductive et que des fois, ils ont des soucis pour faire la part des choses. Ils saluent néanmoins le travail fait par leurs parents pour leur apporter des éclaircissements.
On en parle lorsque nous sommes entre amis, mais nous ne pouvons pas avoir tous les éclaircissements car il y a des informations que nous n'avons pas. Nous tirons certaines informations sur les réseaux sociaux, mais ce qui nous permet de faire la part des choses, c'est l'éducation que nous avons eue. Au moment où il y a certains parents qui hésitent de parler avec leurs adolescents à propos de la sexualité à cause de la culture burundaise ou la religion, ces adolescents appellent ces parents à privilégier le dialogue. Je conseillerais aux parents de dialoguer avec leurs enfants pour leur montrer où nous en sommes. Les parents devraient dialoguer avec leurs enfants car s'ils ne le font pas, leurs enfants vont chercher les informations ailleurs et ils risquent de trouver des fausses informations. Un appel également lancé par le psychologue Alexis Ndaïdi-Guillet qui affirme que cela pourra prévenir à ce que leurs enfants aient des comportements à risque. Au moment où le ministère de l'Éducation révèle 1019 cas de grossesse qui ont eu lieu pendant l'année scolaire 2021-2022, le psychologue assure que l'un des moyens de lutter contre ce phénomène en milieu scolaire est que les parents fournissent plus d'efforts en réduisant les comportements à risque dus à l'ignorance. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur la télévision Isanganiro.